Le millionnaire a exigé que sa femme de ménage joue du piano au milieu de la fête de luxe, juste pour se moquer d'elle. Mais quand elle a fini de jouer, tout le monde l'a applaudi debout. Claire Moreau avançait d'un pas mesuré à travers le vaste hall de marbre, un plumeau à la main, son uniforme impeccable dissimulant toute trace d'individualité. Cela faisait 5 années qu'elle arpentait les couloirs de la somptueuse résidence d'Étienne Valois, nettoyant chaque moulure dorée, chaque vitrine de cristal, chaque surface immaculée comme si elle ne faisait que caresser les vestiges d'un monde qui n'était pas le sien. Elle connaissait le rythme de la maison mieux que quiconque, le moment exact où les rideaux devaient être tirés pour accueillir la lumière du matin, l'heure précise où le silence absolu s'imposait parce que M. Valois faisait la sieste ou prenait un appel important depuis son bureau du 2e étage. Personne ne lui demandait son avis. Personne ne lui demandait jamais rien d'autre que l'entretien parfait et le silence. Son existence se confondait avec les murs, les tapis persans, les escaliers en colimaçon. Les invités riches et puissants qui défilaient dans le manoir ne la voyaient même pas. Elle faisait partie du décor, une extension de la propreté ambiante, un souffle invisible entre les dorures et les tableaux de maître. Même les autres employés, souvent plus jeunes, plus bavards, semblaient oublier sa présence, sauf lorsqu'ils avaient besoin d'un produit spécifique ou de quelques minutes de pause qu'elle acceptait de couvrir sans rechigner. Claire n'avait pas toujours été cette ombre silencieuse. Autrefois, elle brillait. Pas aux yeux du monde, non. Elle brillait pour elle-même, pour sa mère, pour quelques professeurs au regard attentif. Sa vie, avant ce silence, avait résonné des harmonies de Mozart, des soupirs de Chopin, des éclats de Ravel. Son enfance avait été bercée par le piano droit de leur petit appartement à Montreuil, un meuble usé mais fidèle, sur lequel elle avait passé des heures à répéter les gammes jusqu'à atteindre la clarté limpide d'un passage difficile. Sa mère, couturière, s'arrêtait parfois de coudre juste pour l'écouter. Son père, lui, l'appelait petite prodige, avant de mourir brutalement d'un infarctus alors qu'elle n'avait que 17 ans. C'est là que tout avait basculé. Avec la disparition du père, les dettes avaient refait surface. La mère, malade, n'avait plus la force de travailler. Claire, encore étudiante au conservatoire, avait dû tout abandonner pour assurer la survie du foyer. Un emploi, puis un second, jusqu'à ce qu'elle décroche un poste stable dans une maison qu'elle n'aurait jamais pu se permettre même en rêve. Elle pensait que ce serait temporaire. 5 ans plus tard, elle était encore là, effaçant ses propres rêves avec des produits ménagers. Ce soir-là, la maison brillait d'un éclat inhabituel. Une réception prestigieuse était organisée en l'honneur d'un contrat signé avec des investisseurs étrangers. Le salon principal, vaste et orné de colonnes blanches, avait été réaménagé. Un traiteur renommé, des arrangements floraux somptueux, des musiciens classiques pour l'ambiance. Mais ce qui attira le regard de Claire plus que tout, c'était le piano à queue noire installé au centre de la pièce comme un trophée. C'était un Steinway majestueux, ses courbes parfaites contrastant avec la rigueur de l'architecture environnante. Il avait été livré le matin même, en tant que simple élément décoratif. Étienne Valois n'était pas mélomane. Il ne possédait même pas de disque de musique classique. Il trouvait juste que cela donnait une touche artistique à ses réceptions. Claire n'avait pas pu s'empêcher de passer devant l'instrument à plusieurs reprises dans la journée, profitant de chaque instant où personne ne la surveillait pour poser furtivement les yeux sur lui. Elle n'osait pas le toucher. Juste le regarder suffisait à faire renaître en elle une douleur douce et lancinante. Comme une ancienne cicatrice qui se réveille au passage d'une brise familière. Elle s'était même surprise à imaginer ses doigts sur le clavier, à ressentir sous ses phalanges la texture ivoirine, à entendre dans sa tête les notes de Debussy, de Satie, de Fauré. Puis elle reprenait son seau, son balai, et redevenait invisible. La fête avait commencé à 20 heures précises. Les invités défilaient avec leurs robes longues, leurs smokings ajustés, leurs éclats de rire bien trop sonores pour être sincères. Claire se tenait à l'écart, dans l'ombre d'une colonne, prête à intervenir si une coupe se renversait ou si un invité s'égarait dans une pièce interdite. Elle ne levait jamais les yeux. Elle savait où marcher pour ne pas gêner, où se placer pour ne pas être remarquée. Mais ce soir, elle sentait quelque chose de différent. Comme si l'air lui-même portait une tension inattendue, un frémissement indistinct. Vers 10 heures du soir, alors que les conversations devenaient plus bruyantes et les gestes plus amples sous l'effet du champagne,
Étienne Valois fit son entrée dans le salon principal. Il était visiblement éméché, mais comme toujours impeccablement vêtu. Il saluait, riait, racontait les mêmes anecdotes avec des inflexions différentes selon l'auditoire. Ses amis les plus proches, ceux qui se considéraient comme l'élite de l'élite parisienne, formaient un petit cercle autour de lui. Claire, de son côté, passait une dernière fois dans le couloir adjacent, ajustant discrètement un cadre de tableau de travers. Elle n'avait aucune intention de rester visible dans la salle. Elle savait que les regards pouvaient être cruels, même lorsqu'ils prétendaient être polis. Mais le destin, parfois, décide de jouer une note inattendue. Alors qu'elle s'apprêtait à se retirer, elle entendit son nom prononcé d'une voix claire, ironique, portée par le ton légèrement moqueur de son employeur. « Claire !» s'exclama Étienne Valois, attirant immédiatement l'attention. « Venez donc ici une minute, s'il vous plaît. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se figea. La pièce entière semblait suspendue dans une attente silencieuse. Elle posa son chiffon, essuya ses mains sur son tablier d'un blanc parfait et marcha lentement vers le centre du salon. Le piano brillait derrière elle, immobile, presque complice. Les convives échangèrent des regards amusés. Elle n'était pas censée être là, elle le savait. Mais quelque chose ce soir-là refusait de la laisser s'effacer. Ce fut le moment où tout bascula. La musique de fond s'était estompée, les rires mondains suspendus comme si chacun avait instinctivement senti qu'un instant inattendu était sur le point de se produire. Claire, au centre de l'attention pour la première fois depuis qu'elle franchissait quotidiennement les grilles de cette demeure, sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait traversé le salon comme on traverse un champ de mine, chaque pas lourd de regards, de jugements silencieux, de ricanements à peine contenus. Elle aurait voulu disparaître, se dissoudre dans le parquet ciré, redevenir invisible comme elle l'avait toujours été. Étienne Valois, debout près du bar, un verre à la main, affichait un sourire mi-ivre, mi-moqueur. Il avait ce regard flou que l'alcool offre aux puissants, celui qui ne distingue plus la frontière entre le jeu et la cruauté. Il ne voyait pas Claire comme une femme. Il ne la voyait pas du tout, en vérité. Elle était un élément de la maison, un meuble bien entretenu, et ce soir-là, il en faisait un sujet de divertissement. « Mesdames et messieurs, » dit-il en élevant la voix, « que diriez-vous d'une petite surprise ? Voici Claire, notre fée du ménage, l'âme discrète de cette maison. Elle a passé sa journée à faire briller les lieux pour nous. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle cache un talent rare. » Un murmure parcourut la salle. Certains sourirent, croyant à une blague. D'autres échangèrent des regards amusés. Claire, elle, gardait les yeux baissés, sentant le rouge lui monter aux joues. Étienne poursuivit, savourant son effet. « Il paraît qu'elle sait jouer du piano, pas vrai, Claire ? Allons, montrez-nous ça. Offrez-nous un petit morceau. » Un silence s'installa, pesant, insoutenable. Un silence dans lequel on sentait le poids de l'humiliation suspendue, offerte en spectacle. Le piano, jusque-là simple élément décoratif, devenait soudain l'instrument d'un piège social. Il brillait sous les lustres comme un appel, un défi cruel. Claire savait ce que cela signifiait. Elle comprenait qu'on ne l'attendait pas pour être applaudi, mais pour être observé, jugé, possiblement ridiculisé. Le moindre faux pas serait un divertissement. Sa dignité, un pari pour une poignée d'hommes et de femmes trop riches pour se souvenir de leur humanité. Elle aurait pu refuser. Personne n'aurait osé l'obliger. Elle aurait pu baisser les yeux, s'excuser, prétexter un malaise ou tout simplement s'éloigner. Mais quelque chose, en elle, refusait de céder. Était-ce de la fierté, de la colère, un instinct ancien, venu de cette époque où elle jouait pour sa mère mourante, et non pour des inconnus rieurs? Elle ne savait pas. Mais elle leva les yeux, et à la surprise générale, elle avança vers le piano. Le parquet craquait sous ses pas. Chaque mouvement semblait amplifier le silence de la pièce. Personne ne riait plus. Les conversations avaient cessé. On observait, médusé, cette femme en uniforme de service, cette silhouette banale, s'approcher d'un Steinway de concert avec une lenteur mesurée, presque solennelle. Étienne, légèrement désarçonné par son obéissance, haussa les sourcils et échangea un regard dubitatif avec un convive. Ce n'était plus aussi drôle qu'il l'avait imaginé. Claire s'arrêta un instant devant l'instrument. Sa main hésita avant de se poser sur le couvercle. Elle le souleva avec délicatesse, comme on déshabille un souvenir ancien. Le clavier apparaissait, noir et blanc, pur et intimidant.
Elle inspira profondément. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas une scène, ce n'était pas une performance, c'était un combat, contre le mépris, contre l'invisibilité, contre elle-même. Elle s'assit, doucement. Les murmures recommencèrent, très bas, à peine audibles. Quelques ricanements ici et là, des chuchotements comme « Elle va vraiment le faire ?» ou « Ils exagèrent, non ?» Mais Claire ne les entendait déjà plus. Ses yeux fixés à le clavier. Ses mains reposaient à peine sur les touches et son esprit dérivait. Elle ne pensait plus à la salle, ni à Étienne, ni aux invités. Elle pensait à son enfance, à ce petit appartement où le piano résonnait malgré les murs trop fins. Elle pensait à sa mère, au vieux tabouret bancal, au premier professeur qui lui avait dit qu'elle avait quelque chose de rare dans le bout des doigts. Elle leva les mains, puis les laissa retomber avec grâce. Et là, dans le silence tendu du salon, elle joua la première note. C'était Clair de lune de Debussy, un choix presque instinctif, un refuge familier. Les premières notes, douces et incertaines, suspendirent l'espace autour d'elle. Le temps semblait se ralentir. Le chuchotement s'arrêta net. Même les vers cessèrent de tinter. Les rires moururent dans la gorge de ceux qui s'apprêtaient à se moquer. Ce n'était plus une femme de ménage jouant aux musiciens. C'était une musicienne, une vraie. Et chaque note le confirmait. Le visage de Claire restait impassible, mais à l'intérieur, c'était un ouragan. Elle jouait comme on respire après un trop long silence, comme on crie sans un mot. Les souvenirs affluaient. La peur s'évanouissait. Elle ne pensait plus à rien si ce n'est à la musique. Le salon de luxe disparaissait. Il ne restait que les harmonies, les silences entre les accords, le dialogue intime entre elle et l'instrument. Elle n'était plus une servante. Elle n'était plus invisible. Elle était lumière. Et pourtant, au fond de la pièce, Étienne Valois fronçait les sourcils. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il n'y avait plus de rire, plus de condescendance, juste cette présence irréelle d'une musique qui n'avait pas sa place dans une réception mondaine. Ou peut-être était-ce le contraire, une musique qui soudain donnait à cette soirée toute la beauté qu'elle avait prétendu avoir. Claire, les yeux mi-clos, terminait le morceau dans une lenteur méditative. La dernière note s'éteignit comme une respiration lente. Et à cet instant précis, un silence abyssal recouvrit la salle. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Les doigts de Claire tremblaient encore légèrement lorsqu'elle les retira du clavier. Le salon entier semblait suspendu dans un souffle contenu, figé dans ce moment fragile où la beauté se confond avec le silence. Elle baissa lentement les mains sur ses genoux, reprenant conscience du monde autour d'elle comme on revient à la surface après une plongée profonde. Mais dans ce bref instant, alors qu'elle croisait enfin les regards de ceux qui l'entouraient, son esprit se détacha, happé par un flot de souvenirs que la musique venait de réveiller sans pitié. Elle avait 10 ans lorsqu'elle avait touché un clavier pour la première fois. Son père, routier, était rentré un jour avec un vieux piano récupéré dans une maison abandonnée à la campagne. L'instrument était abîmé. Plusieurs touches restaient enfoncées. Mais pour Claire, c'était comme si un trésor ancien avait atterri dans leur modeste salon. Sa mère avait poussé un cri d'indignation. Mais quelques jours plus tard, elle était la première à s'asseoir sur le petit tabouret pour écouter sa fille faire résonner des sons maladroits dans l'appartement silencieux. Rapidement, Claire avait montré des aptitudes rares. Elle ne lisait pas encore la musique, mais reproduisait les mélodies qu'elle entendait à l'oreille, corrigeant les fausses notes avec une détermination troublante pour une enfant. Voyant cela, ses parents s'étaient serré la ceinture pour l'inscrire à des cours dans un centre culturel de quartier. Puis, à 13 ans, elle avait été acceptée dans un conservatoire régional, une reconnaissance qui leur avait arraché des larmes de fierté. Ses journées se divisaient entre les cours, les répétitions et les concerts scolaires. Son monde était structuré autour du piano. Tout gravitait autour de ses gammes, de ses partitions annotées, de ses rêves d'un avenir en musique. Mais ce monde s'était écroulé trop tôt. La maladie de sa mère, brutale et dégénérative, avait emporté les économies familiales. Puis la mort de son père, foudroyé par une crise cardiaque après un long trajet sans repos, avait laissé Claire seule à 17 ans, sans ressources, sans toit, et avec un avenir soudainement trop lourd à porter. Elle avait quitté le conservatoire en silence, rendant les partitions qu'elle aimait tant, laissant derrière elle les couloirs qui sentaient l'encaustique et la craie, les salles d'études où elle avait passé tant de nuits à travailler Chopin jusqu'à l'épuisement. Elle s'était mise à chercher du travail.
n'importe lequel. Elle avait commencé comme caissière, puis serveuse, puis femme de chambre dans des hôtels. Chaque poste la rapprochait un peu plus de l'anonymat, de l'effacement. Jusqu'à ce poste à demeure, chez Étienne Valois, qui promettait stabilité, logement, sécurité. Elle avait accepté, pensant rester quelques mois. Elle y était depuis 5 années. Personne dans cette maison ne savait tout cela. Personne ne connaissait la femme qui, aujourd'hui, faisait briller les lustres, mais avait autrefois joué du Rachmaninoff, avec une telle intensité que son professeur en avait pleuré. Personne ne savait que ses mains, aujourd'hui calleuses et usées par les produits ménagers, avaient autrefois charmé des jurys exigeants et fait naître des frissons dans des auditoriums entiers. Alors, quand elle se leva du piano et fit face à la salle figée, elle n'était plus simplement Claire, la femme de ménage. Elle était Claire Moreau, l'enfant prodige oublié par la vie, celle que les circonstances avaient forcée à taire, à cacher, à enterrer. Elle regarda Étienne, droit dans les yeux. Lui, debout au fond du salon, peinait à soutenir son regard. Il avait voulu la ridiculiser, faire d'elle une blague de soirée, une distraction humiliante, mais quelque chose dans ses yeux montrait qu'il venait de comprendre qu'il s'était trompé. Son sourire s'était figé, et derrière l'arrogance habituelle, une lueur de trouble s'était insinuée. Claire baissa les yeux, tourna lentement les talons et s'éloigna du piano. Elle traversa la pièce dans un silence pesant, entendit derrière elle un souffle, puis un frémissement, mais ne se retourna pas. Elle se fraya un chemin parmi les invités, son uniforme toujours aussi modeste, son port de tête désormais plus assuré. Elle n'avait pas honte. Elle n'était plus là pour se cacher. Le piano résonnait encore dans son esprit. Non pas la musique, mais ce que cela avait réveillé. Elle revoyait sa mère l'observant depuis le canapé, le regard humide, son père chantonnant maladroitement pendant qu'elle répétait. Elle revoyait les salles de concours, les regards sévères des jurys, le tremblement dans ses mains avant les premières notes, puis la magie lorsque ses doigts retrouvaient leur chemin sur les touches. En franchissant à nouveau le seuil du couloir, elle comprit que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi, ni comment, mais le silence qui avait suivi sa prestation n'était pas un vide. C'était une onde qui allait se propager, briser le cadre, dépasser les murs dorés du manoir. Et dans cette onde, peut-être, se trouvait une ouverture, une brèche dans le carcan de sa vie silencieuse, une main tendue par le passé, l'appel d'une identité qu'on croyait enterrée. Elle ne sourit pas. Elle n'avait pas besoin de sourire. Elle avait joué, et tout le monde l'avait entendu. Les mains encore frémissantes du poids de la mémoire, Claire avait retrouvé la rigidité fonctionnelle de sa posture de travail, tentant de se fondre à nouveau dans le silence des couloirs, mais ce qu'elle venait de faire l'avait changée. Ses gestes n'étaient plus tout à fait les mêmes. Son regard portait une intensité nouvelle, et malgré son uniforme inchangé, son pas avait pris une autre cadence. Elle avait osé s'asseoir devant ce piano, et, sans le vouloir, elle avait fait taire toute une assemblée. Pas par provocation, mais par fidélité à quelque chose d'oublié depuis longtemps, quelque chose d'inaltérable. Au fond d'elle, elle revoyait encore le geste initial, ses doigts effleurant la première touche. Ce contact l'avait ébranlée, une sensation presque tactile de ces années disparues, comme si les nerfs de ses doigts possédaient leur propre mémoire. L'ivoire sous la peau, la vibration microscopique qui précède le son, l'élan du poignet avant la cadence, tout était revenu d'un seul coup, brutalement, avec la précision d'un instinct qui n'avait jamais tout à fait disparu. Dès les premières notes, Claire s'était enfermée dans un cocon invisible, coupée des regards, protégée de l'ironie, des intentions malveillantes, des ricanements qui s'étaient tus. Elle ne jouait pas pour impressionner. Elle jouait parce qu'elle ne pouvait pas ne pas le faire. Le morceau choisi n'était pas anodin. Clair de Lune, qu'elle avait tant travaillé à 14 ans, qu'il avait suivi dans les concours et les auditions, était devenu pour elle une sorte de refuge musical. Ce n'était pas seulement une œuvre, c'était une pièce de son propre passé, un espace intime de consolation et d'exigence. Chaque passage de la partition lui rappelait un instant précis, le mouvement de tête d'un professeur approbateur, la fatigue d'une nuit sans sommeil à répéter, la chaleur de la main de sa mère sur son épaule, le soupir discret d'un auditeur conquis. Ce n'était pas seulement une interprétation, c'était une invocation. Elle n'interprétait pas Debussy. Elle ressuscitait une partie d'elle-même. Et pourtant, ce qu'elle n'avait pas prévu,
C'était l'impact de cette musique sur les autres. Elle ne l'avait pas anticipé. Elle pensait que son isolement intérieur ferait barrière, que le public mondain resterait sourd à ce qu'elle exprimait. Mais ce fut l'inverse. Dès les premières mesures, une transformation imperceptible avait saisi la salle. Les invités, d'abord surpris, s'étaient figés. Ceux qui voulaient rire s'étaient tus. Ceux qui voulaient être filmés avaient oublié leur téléphone. Et peu à peu, tous avaient compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice de soirée. Dans ce salon décoré de cristal et de dorure, au milieu des canapés blancs et des coupes de champagne à moitié pleines, une vérité brute avait été révélée. Claire, simple employée, femme invisible parmi les puissants, offrait quelque chose que personne ne pouvait acheter: la beauté pure, l'authenticité, l'émotion sans filtre. Son jeu n'avait rien d'ostentatoire. Il était d'une modestie rare, d'une sincérité douloureuse. Et c'est précisément cela qui avait suspendu le temps. Étienne Valois, de son côté, avait cessé de sourire. Ce qui devait être une moquerie brillante s'était mué en un moment de vérité gênant. Il regardait autour de lui, cherchant dans les yeux de ses invités un reflet de légèreté, une blague pour briser l'atmosphère, mais il ne trouvait rien que des visages figés, bouleversés, contemplatifs. Lui-même, malgré sa vanité, ne pouvait nier la qualité de ce qu'il entendait. Et cela, plus que tout, le dérangeait. Il avait libéré, par pur caprice, une force qu'il ne contrôlait plus. Le morceau avançait, s'enroulant dans les silences, vibrant dans les murs, traversant les êtres. Claire, entièrement habitée, n'avait plus conscience de l'espace. Elle ne jouait plus devant un public. Elle jouait pour exister. Chaque trille, chaque arpège, chaque silence placé avec soin rappelait à tous une vérité souvent oubliée dans les salons des puissants. La grandeur n'a pas toujours de costume et le talent ne s'annonce pas. Quand enfin la dernière note se perdit dans l'air, le silence qui lui succéda fut plus lourd que n'importe quelle réaction immédiate. Un silence presque sacré, une absence de bruit qui disait tout: la surprise, l'émotion, le respect. Un homme en costume gris cligna plusieurs fois des yeux, comme pour revenir à la réalité. Une femme en robe émeraude posa sa main sur sa poitrine. Un serveur, immobile près de la porte, semblait avoir retenu sa respiration. Claire, elle, restait immobile. Elle sentait la moiteur de ses paumes, la tension dans ses épaules, mais refusait encore de bouger. Ce silence valait plus que des applaudissements mécaniques. Ce silence était la reconnaissance implicite que quelque chose d'unique avait eu lieu ici. Quelque chose que personne n'aurait imaginé en regardant cette femme effacée quelques instants plus tôt. Et pourtant, derrière elle, une question sourde commençait à naître dans les esprits. Qui est-elle vraiment? D'où vient-elle? Comment ce talent a-t-il pu se cacher aussi longtemps, dissimulé derrière des tabliers et des sceaux? La curiosité grandissait, mais personne n'osait encore rompre le charme. Puis, lentement, Claire se leva. Elle ferma doucement le couvercle du piano, ses gestes d'une élégance retenue, presque solennelle. Elle se redressa, jeta un regard furtif vers la foule silencieuse et inclina très légèrement la tête. Pas une révérence de concertiste, une simple marque de respect. Puis elle se retourna et marcha vers la sortie. Aucun mot n'avait encore été prononcé. Elle avait redonné à la musique sa fonction première, faire taire le monde. Pendant plusieurs secondes qui semblèrent s'étirer comme des heures, le silence régna sur le salon. Ce n'était pas le silence banal d'un discours attendu ou d'un toast mal entendu, mais celui, épais et chargé, d'une révélation soudaine, d'un moment si pur qu'il désarmait toute tentative de réaction immédiate. L'air semblait plus dense, saturé de ce qui venait d'être partagé entre cette femme silencieuse et le piano qu'elle venait de réveiller. Claire n'avait rien dit. Elle avait simplement joué, et cela suffisait. Puis, dans ce calme étrange, une paume frappa lentement. 1, 2, 3 fois. Un homme élégant, debout près du buffet, venait de commencer à applaudir. Il ne souriait pas. Son visage exprimait une sincère stupeur mêlée d'un respect profond. Ce n'était pas une politesse, mais un hommage. Son geste résonna dans la salle comme une onde. Un second convive le suivit, puis un troisième. En l'espace de quelques instants, l'ensemble du salon s'était levé comme mu par une impulsion commune. Des applaudissements jaillirent de toutes parts, emplis d'un enthousiasme brut, presque libérateur. Certains tapèrent dans leurs mains avec vigueur, d'autres plus discrètement, comme intimidés par l'intensité de ce qu'ils venaient de vivre.
Claire, au bord du seuil, s'arrêta sans se retourner. Elle entendait les clameurs, les voix qui montaient en intensité, les exclamations étouffées de surprise. Mais elle n'en tira aucun triomphe. Elle resta figée, droite, le dos tourné, comme si elle cherchait à contenir une émotion qui, si elle l'envahissait, pourrait la faire chanceler. Elle n'avait jamais cherché l'approbation de ce public. Elle n'avait jamais prévu d'être acclamée dans un salon rempli de visages inconnus. Elle s'était assise parce qu'on l'avait provoquée. Elle avait joué parce qu'elle refusait de se trahir. Et maintenant, ces applaudissements inattendus venaient bousculer des années de résignation. Elle ferma les yeux une seconde. Elle pensa à sa mère, à ce qu'elle aurait dit, à ce qu'elle aurait ressenti si elle avait été là. Elle imagina ses mains osseuses serrées l'une contre l'autre, son sourire doux, ses yeux brillants de fierté. Elle pensa à son père, à son regard rempli d'admiration silencieuse, à son vieux manteau toujours imprégné d'odeur de tabac froid, et à cette fois où il l'avait emmené voir un concert au théâtre des Champs-Élysées, leur unique sortie culturelle qu'il avait économisé des semaines pour lui offrir. Les applaudissements continuaient. Étienne Valois, debout près de la cheminée, observait la scène, désorienté. Il n'applaudissait pas, ses mains restaient jointes dans son dos. Il scrutait la pièce avec un regard inquiet, presque hostile. Il ne comprenait pas ce qui venait de lui échapper. L'homme qui dictait toujours l'ambiance de ses soirées, qui décidait de ce qui était élégant, amusant ou vulgaire, se retrouvait soudain relégué en marge. Son autorité sociale s'était évaporée. Il avait voulu se moquer d'une employée. Il s'était transformé, sans le vouloir, en spectateur d'un miracle inattendu. Autour de lui, les convives le regardaient avec curiosité. Certains souriaient discrètement, d'autres le jaugeaient, cherchant à comprendre s'il allait revendiquer ce qui venait de se produire ou continuer à faire comme si rien n'avait changé. Étienne Valois ne supportait pas de perdre la maîtrise. Et là, il ne contrôlait plus rien. Claire se retourna enfin, lentement. Elle regarda la salle, sans sourire. Son regard balayait les visages, non pas pour chercher une validation, mais pour affirmer sa propre présence. Elle ne remercia pas. Elle ne s'inclina pas de nouveau. Elle se contenta de hocher la tête, puis reprit sa marche, traversant la pièce comme une inconnue qu'on redécouvre. Les regards ne la fuyèrent plus. Ils la suivaient, fascinés. Ceux qui ne la voyaient auparavant que comme un accessoire logistique, un élément du service, la contemplaient désormais comme une énigme à résoudre, une figure qui échappait aux définitions faciles. Elle sortit par la porte latérale, emprunta le couloir qu'elle connaissait mieux que personne, descendit l'escalier de service, atteignit les quartiers réservés au personnel. Là, elle s'assit sur une chaise en bois dans la petite cuisine des employés, encore vide à cette heure. Elle posa les coudes sur la table, puis sa tête entre ses mains. Les émotions accumulées depuis les premières notes la rattrapaient, une vague intérieure, impossible à contenir. Mais elle ne pleura pas, pas encore. Elle resta simplement là, immobile, le cœur battant, respirant lentement comme pour s'assurer que tout cela n'était pas un rêve. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle allait se relever, elle entendit des pas venir dans sa direction. Elle se redressa, se raidit. La porte s'ouvrit. C'était Jeanne, la cuisinière, une femme de 60 ans au franc-parler bien connu dans toute la maison. Elle resta sur le seuil, la main posée sur le chambranle, les yeux fixés sur Claire. « C'était toi ?» demanda-t-elle d'une voix presque tremblante. Claire hocha la tête, sans un mot. « Mon Dieu, tu joues comme une déesse. Ils étaient tous figés là-haut. Même moi, je n'ai pas pu bouger pendant tout le morceau. C'était magnifique. » Elle entra, s'approcha, posa une main rugueuse sur l'épaule de Claire. « Tu leur as montré, hein? Tu leur as montré qu'ils ne savent rien de rien. » Claire détourna le regard, ne sachant que répondre. Elle n'avait pas voulu prouver quoi que ce soit. Elle avait seulement voulu être fidèle à elle-même. Mais les mots de Jeanne restaient là, résonnant avec une vérité qu'elle n'osait pas encore embrasser. La nuit avançait. Le tumulte de la réception battait encore son plein à l'étage, mais pour Claire, un chapitre venait de se refermer. Et même si elle ignorait encore ce que cela signifiait pour demain, elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais être seulement la femme de ménage du manoir Valois. Quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Et ce silence qui avait suivi les dernières notes, elle l'emportait avec elle comme une victoire muette, mais profonde. À mesure que l'heure avançait dans la splendide demeure d'Étienne Valois, le tumulte de la réception continuait, mais un vent nouveau circulait désormais autour du piano.
Ce n'était plus seulement une pièce décorative, épaisse de lustre et d'or, ni un piège cruel tendu à Claire. Ce piano était devenu le témoin d'un instant rare, fragile, et de cela certains avaient saisi l'importance. Parmi eux se trouvait Antoine Lemoine, directeur du Conservatoire national de musique, un homme aux cheveux grisonnants, aux yeux d'un bleu profond et au port altier. Il était arrivé à la soirée en tant qu'invité de second plan, présenté par un ami commun d'Étienne. Il connaissait vaguement le propriétaire pour des collaborations institutionnelles, mais n'avait jamais mis les pieds dans cette maison. Il s'était mêlé à la foule, flânant entre les groupes de sourires polis et les verres de champagne. Il observait la scène des réceptions de la haute société parisienne, curieux sans juger, respectueux mais détaché de ses codes. Il n'avait pas entendu parler de Claire avant ce soir. Lorsqu'Étienne l'avait présentée en boutade, Antoine avait haussé un sourcil en silence, amusé mais sceptique. Il avait vu cette femme avancer vers le piano avec l'aplomb discret de ceux qui ne cherchent pas à briller. Puis, il avait entendu les premières notes. Il avait senti l'emprise de la musique sur la salle, cette capacité qu'a un morceau bien interprété à faire taire le bavardage et à recentrer le monde. C'était une sensation qu'il connaissait bien, mais rarement dans un salon mondain. Il avait été captivé. Plus encore, il avait vu la femme derrière la musique, et dans cette vision, il avait reconnu un souffle rare, la maîtrise, la sensibilité, la sincérité. Il l'avait vue redevenir elle-même, éclairée par un faisceau intérieur qu'aucun lustre ne pouvait égaler. Quand les applaudissements avaient retenti, Antoine avait senti une impulsion. Il avait voulu se lever, mais il était resté brièvement figé, conscient que ce moment suspendu appartenait avant tout à Claire, et non à l'institution qu'il représentait. Il avait regardé autour, cherchant à croiser son regard, à lui offrir quelque chose de plus qu'un applaudissement. Il y était parvenu, juste au moment où elle s'était glissée hors du salon, le dos encore chargé de la gloire silencieuse de la scène. Il l'avait suivie, discrètement, sans attirer l'attention. Alors qu'elle entrait dans la cuisine du personnel, ce sanctuaire discret aménagé dans les alcôves les plus humbles de la demeure, il l'avait trouvée assise, le regard perdu, son visage voilé par la densité des émotions. Sa posture traduisait cette étrange coexistence entre la révélation publique et la solitude intérieure. Il pénétra dans la pièce sans frapper, d'un pas calme, presque respectueux, rompit la tension en déposant avec légèreté un verre d'eau sur la table. Elle releva la tête, surprise. Antoine prit quelques instants pour la détailler. Elle avait encore les yeux luisants, l'uniforme impeccable mais les mains tachées de la marque du travail, et ce port de tête différent, ajusté par le tremblement de 3 notes et demie. Il ne chercha pas à détourner les yeux, au contraire, il la regarda sans jugement, sans condescendance. « Madame Moreau, commença-t-il doucement, je suis Antoine Lemoine. Je suis directeur du Conservatoire national de musique. J'aurais voulu vous entendre bien avant ce soir. Vous étiez extraordinaire. » Il sentit qu'il devait choisir ses mots avec délicatesse. Il voulut lui offrir plus qu'un compliment. Il voulut lui offrir une proposition. Il y avait tant à lui dire, mais il ne voulait pas la faire fuir. Alors, il parla simplement. « Moi aussi, j'ai hésité à venir. Je ne savais pas à quoi m'attendre ici. Puis vous avez choisi Clair de Lune. J'ai ressenti quelque chose, une vérité, et j'aimerais beaucoup vous rencontrer officiellement, si vous le voulez bien, demain, au conservatoire, pour discuter d'une possible collaboration. » Le visage de Claire se figea. Elle crut un instant qu'il s'agissait d'une blague. Les mots semblaient irréels dans cette cuisine anonyme, au milieu des casseroles silencieuses et de l'odeur de café froid. Elle pensa à Étienne, à la réception, à la moquerie factice qui avait conduit à ce moment miraculeux et à la réaction spontanée d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle dit, d'une voix tremblante, presque étouffée par l'émotion, « Pourquoi moi ?» Il sourit sans ironie, avec sérieux. « Parce que ce talent ne doit pas s'arrêter là, simplement dans le silence d'un salon. Vous méritez d'être entendu à votre juste valeur. Et je vous en prie, appelez-moi Antoine. » Il avait posé sur la table un petit carton avec ses coordonnées, les heures de permanence, l'adresse du conservatoire. Ce n'était pas un geste pompeux, mais une invitation sincère. Il se leva, plus par politesse qu'autre chose. Avant de sortir, il s'avança d'un pas discret. « Demain à 10 heures, si vous pouvez. » Elle hocha la tête, incapable de parler davantage. Il s'éclipsa.
Elle resta un moment immobile, tenant le carton dans sa main, le regard fixé sur le sol. Les bruits de la fête montaient l'espace d'un instant, puis retombaient. Elle se demanda, et si elle acceptait? Et si elle osait? Si elle osait se lever demain matin, quitter cette sécurité en apparence, pour répondre à un appel qu'elle n'avait plus écouté depuis des années? Tout dans sa vie lui criait de ne pas se tromper, de ne pas se ridiculiser, de ne pas perdre le peu qu'elle avait. Mais elle sentait aussi que ce carton était une fenêtre. Une fenêtre sur un monde où elle n'aurait plus à s'effacer. Un monde où sa musique importait. Elle inspira profondément. Elle plaqua le carton contre sa poitrine. Elle se leva. Et, dans l'obscurité tamisée de la cuisine du personnel, elle sentit une étincelle fragile mais réelle, une étincelle qui pourrait allumer une vie que la musique avait soudainement ravivée, celle de Claire Moreau. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous une lumière grise, filtrée par un voile de nuages qui adoucissait les contours de la ville. Les rues s'étiraient paresseusement, encore humides de la pluie de la nuit, et dans un petit appartement du 15e arrondissement réservé aux employés du manoir Valois, Claire fixait la carte de visite posée sur sa table. Les chiffres imprimés semblaient flotter dans l'air, comme irréels. Antoine Lemoine, directeur du Conservatoire national de musique. Elle l'avait relu des dizaines de fois depuis son réveil, à 6 heures, incapable de se rendormir, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle pourrait perdre, mais aussi de ce qu'elle pourrait regagner. Elle avait passé la nuit à ressasser chaque seconde de la veille, chaque note jouée, chaque regard croisé. Elle s'était demandé si elle n'avait pas rêvé la scène, si ces applaudissements avaient vraiment eu lieu, si cette proposition avait bien été faite, ou si l'ivresse collective d'un instant magique n'avait pas tout embelli. Mais la carte était bien réelle, et son visage dans le miroir portait cette lueur étrange de celle qui, après s'être tuée trop longtemps, s'autorisent enfin à parler à voix haute. Elle prit une décision sans même s'en rendre compte. Elle se leva, se lava les mains longuement comme pour effacer les années de silence. Elle s'habilla simplement, un pantalon noir, une chemise blanche qu'elle réservait aux grandes occasions. Pas de maquillage, pas d'ornement. Seulement elle, nue de toute prétention. À 8h30, elle sortit. Elle prit le métro ligne 6, puis changea à Denfert-Rochereau. Se perdit brièvement en sortant du mauvais côté de la station, hésita devant les portes du bâtiment haussmannien, puis entra dans le conservatoire. L'accueil était feutré, presque solennel. Le silence des lieux imposait le respect. Des portraits de musiciens ornaient les murs et chaque pas résonnait avec une netteté inattendue. Claire s'annonça timidement. Une secrétaire aimable lui demanda de patienter, lui offrit un thé. Chaque minute d'attente semblait un combat contre l'envie de fuir. Mais elle resta. Elle tint bon. Antoine arriva à 10 heures précises. Il la salua comme une invitée, non comme une subalterne, et l'invita à le suivre dans un bureau lumineux, rempli de livres et de partitions. Il s'assit, laissa un silence s'installer, puis prit la parole d'une voix calme. « Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas simple. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle regardait autour d'elle, absorbée par l'atmosphère de l'endroit. C'était le même air qu'elle avait respiré dans sa jeunesse, cette odeur de papier ancien, de bois poli, de rêves trop souvent repoussés. Puis elle parla, la voix basse mais ferme. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je n'ai plus touché un clavier depuis des années, avant hier soir. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps. Je suis femme de ménage. J'ai des obligations. Et je ne sais même pas si je suis encore capable d'apprendre, à mon âge. » Antoine ne sourit pas. Il ne tenta pas de la rassurer par des platitudes. Il se contenta de l'écouter, puis répondit « Je n'attends rien de vous, Claire. Je ne suis pas ici pour exiger quoi que ce soit. Mais ce que j'ai entendu hier soir, ce n'est pas un hasard. Vous avez un don. Et surtout, vous avez quelque chose que beaucoup ont perdu. Une sincérité absolue. Ce que je vous propose, ce n'est pas un miracle, ni un raccourci. C'est une bourse complète, frais couverts, matériel fourni, un programme ajusté à vos horaires. Vous pourriez reprendre les études, à votre rythme, avec l'un de nos professeurs. » Claire resta sans voix. Elle s'était attendue à une conversation polie, à une offre vague, symbolique. Pas à cela, pas à une véritable possibilité. « Je ne sais pas si je suis prête, » dit-elle enfin. « Et si je rate, si je ne suis plus capable, si je ne suis qu'un souvenir de moi-même ?» Antoine se leva, marcha jusqu'à une armoire, en sortit une partition. Il la posa devant elle.
Alors jouez. Maintenant. Une seule page. Ce sera votre réponse. Claire sentit ses mains trembler. Elle n'était pas venue pour jouer. Elle n'avait pas répété. Mais quelque chose en elle l'obligea à se lever. Elle suivit Antoine dans une petite salle attenante où un piano droit attendait. Elle s'assit, inspira et joua. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas fluide, mais c'était habité. Les gestes étaient là, l'intention, la mémoire du corps, la musique. Quand elle termina, Antoine hocha la tête. Il n'ajouta rien. Le soir même, elle rentra au manoir. Étienne n'était pas là. Elle traversa les couloirs avec un sentiment nouveau, une étrangeté. Elle ne savait pas comment lui annoncer ce qu'elle allait faire, mais elle savait une chose, elle allait accepter. Elle allait reprendre ses études. Elle allait jouer, rejouer. Non pour les autres, pour elle, pour la petite fille qu'elle avait été et qu'elle avait laissée trop longtemps en silence. Et dans le petit studio modeste qu'elle occupait, elle plaça la partition offerte par Antoine sur sa table. Elle la regarda un long moment avant de murmurer presque pour elle-même « Il est temps ». La nouvelle se répandit plus vite que Claire ne l'aurait imaginé. 2 jours après sa rencontre avec Antoine Lemoine, la rumeur qu'elle allait intégrer le conservatoire se mit à circuler parmi le personnel de la maison Valois. D'abord un murmure, puis un fait, et finalement une forme d'annonce officieuse relayée jusque dans les cuisines et les couloirs de service. Si Jeanne, la cuisinière, accueillit la nouvelle avec un sourire complice et un clin d'œil bienveillant, d'autres, plus discrets ou plus prudents, évitèrent désormais de croiser le regard de Claire, comme si le simple fait de lui parler pouvait être mal interprété. Le climat s'épaississait et les regards s'alourdissaient. Étienne Valois, quant à lui, avait tout appris en l'espace d'un déjeuner mondain. Assis au cercle du faubourg, entouré de 3 de ses habituels partenaires financiers, il entendit l'un d'eux mentionner « la prodige inattendue de votre réception », suivi d'un rire appuyé. Étienne fronça les sourcils. Il tenta de relativiser, fit mine d'être amusé, mais son esprit s'embrasa. Il n'aimait pas que quelque chose lui échappe, encore moins lorsque cela venait de quelqu'un qu'il considérait comme une subalterne. Il rentra à la maison plus tôt que prévu ce jour-là. En fin d'après-midi, Claire fut convoquée dans son bureau. Elle savait que cela arriverait. Elle prit une inspiration profonde et monta les marches lentement, la tête haute. Le bureau d'Étienne était vaste, froid, décoré avec le même goût pour l'apparence que le reste de la maison. Il était debout devant la fenêtre, le dos tourné. Lorsqu'elle entra, il ne se retourna pas immédiatement. « Claire, dit-il enfin, vous m'expliquerez ce que j'entends dire partout en ville ?» Elle resta droite. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle voulait choisir ses mots. « Ce que vous entendez est vrai. J'ai été invité à reprendre mes études au conservatoire. J'ai accepté. » Il se retourna lentement. Ses yeux étaient durs, glacés. Il posa ses mains sur le bureau. « C'est donc ça. Une soirée, une performance. Et vous croyez que cela vous autorise à changer de rôle ?» Elle sentit la colère monter, mais la contint. « Je ne crois rien. Je saisis une opportunité. Rien de plus. Rien de moins. » Il s'approcha. Sa voix était basse, presque mielleuse. « Vous pensez que ce monde est fait pour vous, Claire? Vous croyez que vous allez entrer là-bas? Reprendre une vie que vous avez abandonnée il y a des années? Vous êtes ici parce que vous avez des responsabilités. Un emploi, des tâches à accomplir. Que j'ai toujours accompli avec sérieux, monsieur Valois, répondit-elle calmement. Et je continuerai tant que cela est compatible avec ma nouvelle formation. » Il la fixa, les mâchoires crispées. « Ce n'est pas compatible. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ici, on a besoin de gens fiables, concentrés, pas de rêveurs qui se prennent soudain pour des artistes. » Le mot « rêveur » sonnait comme une insulte. Claire sentit un frisson lui traverser la colonne. « Alors vous me renvoyez ?» Il détourna les yeux comme s'il hésitait. Puis, d'un ton sec, « Ce n'est pas un renvoi, c'est une réorganisation. J'ai décidé de réduire le personnel. Optimiser les ressources, vous comprendrez. » Claire hocha la tête. Elle ne répondit rien. Elle sentit la brûlure de l'humiliation, mais ne montra aucune faiblesse. Elle ne supplia pas. Elle ne négocia pas. Elle tourna les talons et sortit sans un mot. Elle descendit l'escalier avec un calme glacé. Lorsqu'elle entra dans le couloir des domestiques, Jeanne l'attendait. Elle vit dans ses yeux qu'elle avait tout compris. « Il t'a fait ça, hein ?» Claire acquiesça sans parler. Elle ouvrit son casier, sortit ses quelques affaires et les rangea dans un sac simple. Elle regarda une dernière fois les murs qu'il avait vus plier le dos pendant 5 longues années.
Puis elle partit. Dans la rue, l'air était plus vif. Chaque pas résonnait comme un acte de libération. Elle avait perdu un emploi, mais elle n'avait plus rien à perdre, justement. Plus rien à prouver à ceux qui n'avaient jamais voulu la voir. Le lendemain, elle franchit à nouveau les portes du conservatoire. Mais cette fois, elle n'était plus une invitée. Elle était une élève, son nom inscrit sur les registres, sa place assignée dans une classe, sa vie, désormais, entrait dans une autre partition. Et alors qu'elle s'installait dans une salle de travail, ses doigts caressant à nouveau le clavier familier, elle comprit que le plus grand pouvoir qu'on puisse exercer contre ceux qui nous méprisent, c'est de leur prouver qu'on peut exister sans eux, jouer, étudier, avancer, sans se retourner. Les jours qui suivirent le départ de Claire du manoir Valois furent d'abord marqués par un silence intense, un vide étrange, comme si son quotidien, désormais vidé de l'architecture rigide des heures de service, cherchait une nouvelle forme. Mais ce vide n'était pas celui de l'angoisse. Il ressemblait plutôt à un espace libre que l'on découvre après avoir longtemps vécu dans une pièce étroite. Son esprit, jusqu'alors contraint par les exigences du travail domestique, se réhabitua lentement à la discipline musicale, à la concentration du geste, à la beauté du son. Le conservatoire lui ouvrit ses portes sans réserve. Un piano lui fut assigné dans une petite salle de répétition et un professeur, Madame Kermadec, une femme stricte mais juste, à l'oreille redoutable, devint son guide dans ce chemin de renaissance. Dès les premières séances, Claire se sentit projetée dans un passé presque irréel, mais à la différence de ses années d'adolescence, elle abordait aujourd'hui la musique avec une gravité nouvelle. Elle n'était plus une étudiante promise à un avenir. Elle était une adulte revenue d'un long silence, et chaque note qu'elle jouait avait la densité d'une seconde chance. Les premiers jours furent exigeants. Ses doigts, bien que habités par la mémoire musculaire, peinaient encore à retrouver l'agilité d'autrefois. Les exercices techniques la fatiguaient. Son dos la faisait souffrir. Et pourtant, elle tenait. Elle se levait chaque matin à 7 heures, prenait un café noir dans sa petite cuisine, puis traversait la ville jusqu'au conservatoire. Elle s'entraînait seule pendant 2 à 3 heures, suivait les cours collectifs, écoutait les critiques sans se défendre, absorbait les conseils comme une terre assoiffée. Elle n'avait plus le luxe de douter. Elle devait avancer. C'est au bout de 2 semaines qu'un ancien camarade de conservatoire, Martin Leclerc, l'a reconnue dans un couloir. Ils avaient étudié ensemble des années auparavant, et lui, après une carrière modeste, enseignait désormais à mi-temps dans l'établissement. Le choc de la retrouver après toutes ces années fut intense. Il la salua timidement, puis, comprenant rapidement qu'elle n'était pas revenue par nostalgie, mais par détermination, il lui proposa son aide sans détour. « Tu n'es pas seule, Claire », lui dit-il un soir après les cours. « Tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. On peut travailler ensemble après les cours. Je suis libre les mercredis et samedis. » Elle hésita. Elle n'avait jamais aimé déranger. Mais quelque chose dans la sincérité de Martin la convainquit. Elle accepta. Ce fut lui qui l'encouragea à enregistrer ses répétitions. Il avait un petit studio chez lui, dans le 20e arrondissement, et lui proposa un enregistrement simple d'une pièce qu'elle travaillait, la 2e arabesque de Debussy. Ils passèrent une après-midi entière à peaufiner chaque détail. Lorsqu'ils furent satisfaits, Martin mit la vidéo en ligne, sur une plateforme qu'il utilisait pour ses élèves. Claire n'y pensa plus. Elle continua ses répétitions, ses exercices, ses cours. Elle évitait les réseaux sociaux, concentrée sur ses objectifs. Mais 1 semaine plus tard, alors qu'elle sortait de la salle de solfège, Martin arriva vers elle, le regard effaré. « Claire, ton enregistrement, il a explosé. » « Comment ça ?»« Il a été partagé. Par quelqu'un de connu, apparemment. Une pianiste japonaise qui donne des masterclass à Berlin. Depuis ce matin, tu es partout. La vidéo a dépassé les 100 000 vues. Et ce n'est pas tout. Regarde !» Il lui tendit son téléphone. Les commentaires affluaient. Quel toucher unique. Qui est-elle? L'émotion pure. On veut en savoir plus. Claire, abasourdie, sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur un banc du couloir. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était plus une réception privée. Ce n'était plus une poignée d'invités dans un salon bourgeois. C'était le monde extérieur. Des inconnus, partout, l'écoutaient et l'aimaient. La vidéo fit rapidement le tour des cercles musicaux. Des critiques spécialisés la partagèrent. Un blog de musique classique fit un article sur « La pianiste qui revient du silence ».
Et bientôt, elle reçut un message inattendu dans sa boîte mail. Une invitation officielle à participer à un petit festival international à Lyon, dans un mois. La scène serait modeste, mais l'événement reconnu. Elle serait entourée d'artistes de renom, de jeunes talents prometteurs et le festival était partiellement financé par une fondation culturelle présidée par nul autre qu'Étienne Valois. Claire resta longtemps sans voix devant l'écran. Étienne, encore lui, son nom surgissant dans l'arrière-plan d'un avenir qui n'avait plus rien à voir avec lui. Le hasard, cruel et ironique, venait relier leur destin une fois de plus. Mais cette fois, les rôles étaient inversés. Ce n'était plus elle qui nettoyait le sol de ses réceptions. C'était elle qui serait sur scène, et lui quelque part dans la salle. Elle n'en parla à personne tout de suite. Elle voulait d'abord se préparer, être à la hauteur, jouer, non par revanche, mais parce que cela lui appartenait, parce que c'était à elle et à personne d'autre. Elle choisit son morceau avec soin, travailla chaque jour, écouta encore et encore les versions de ses modèles, s'en inspira sans jamais imiter. Et chaque soir, en rentrant chez elle, elle relisait le programme du festival. Son nom écrit noir sur blanc, Claire Moreau, pianiste. Elle n'était plus une femme de ménage, elle n'était pas encore une célébrité. Elle était une femme qui avait dit oui à sa propre vie. Et cela déjà valait toutes les scènes du monde. Le festival de Lyon approchait à grands pas, et avec lui une tension qui grandissait dans le cœur de Claire, mais aussi une excitation nouvelle, presque enfantine, qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'époque de ses premiers concours. Elle répétait chaque jour dans une petite salle du conservatoire, réajustant inlassablement les nuances, affinant les attaques, retravaillant les silences. Le morceau qu'elle avait choisi pour cette occasion particulière était la ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin. Une pièce dramatique, exigeante, techniquement complexe, mais aussi pleine d'âme à son image. Martin, son ancien camarade, devenu allié discret, l'assistait dans cette préparation comme un maître de l'ombre. Il veillait sur elle, l'encourageait sans flatterie, la corrigeait sans dureté. Il connaissait ses forces, ses failles, et savait l'accompagner sans jamais lui imposer un chemin. Ensemble, ils créaient un espace de travail profondément humain, respectueux de l'histoire douloureuse que Claire portait et de la puissance intérieure qui la propulsait aujourd'hui vers une autre vie. Le festival, très suivi dans les milieux de la musique classique, accueillait chaque année une sélection d'artistes prometteurs, confirmés ou inattendus, dans des lieux prestigieux de la ville. Cette édition devait se dérouler au Théâtre des Célestins, un bijou d'architecture niché au cœur du 2e arrondissement de Lyon. Le simple fait d'y jouer représentait déjà une reconnaissance considérable. Ce que Claire ignorait encore, c'est que l'un des sponsors principaux du festival n'était autre que le groupe Valois Industrie, par le biais de sa fondation culturelle, laquelle finançait une partie de la programmation et des résidences d'artistes. Étienne Valois n'était pas directement impliqué dans le choix des artistes. Cette tâche relevait d'un comité indépendant. Mais il assistait régulièrement aux concerts, notamment ceux où sa fondation était citée. Le jour où le programme fut officiellement publié, son attaché de presse lui transmit la liste des invités. Il survola rapidement les noms, jusqu'à ce que son regard s'arrête, figé. Claire Moreau. Le choc fut immédiat. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence. Il vérifia. Il fit chercher une photo. C'était bien elle, l'ancienne employée, la pianiste surprise de sa réception. Et désormais, elle allait jouer sur une scène nationale, avec son nom sur les affiches, devant un public exigeant, sous un projecteur qu'il ne contrôlait plus. Pendant un moment, Étienne hésita à intervenir. Il envisagea de demander son retrait du programme, d'invoquer un détail administratif, une faille juridique quelconque. Mais il comprit très vite que cela attirerait plus de soupçons que de discrétion. Et au fond, il avait besoin d'y être. Il devait voir, comprendre, contrôler ce qu'il ne comprenait plus. Il confirma sa venue au festival, prévint ses partenaires, se fit réserver une loge et resta dans l'ombre. Il ne fit aucun geste visible, mais à l'intérieur, son orgueil bouillonnait. Claire, de son côté, reçut sa convocation officielle une semaine avant l'événement. Elle serait programmée le 2e soir du festival, dans une soirée dédiée aux voix singulières, une appellation poétique pour désigner les artistes issus de parcours atypiques. Elle l'accepta avec humilité, mais aussi une concentration presque guerrière. Elle ne jouerait pas pour prouver. Elle jouerait parce qu'elle en avait le droit.
et parce que la musique, une fois encore, avait tracé pour elle un sentier au milieu du chaos. Le jour du concert, elle arriva à Lyon tôt le matin. Elle s'installa dans un hôtel modeste près de la place Bellecour, puis se rendit au théâtre pour les répétitions. La salle était majestueuse, les dorures des balcons brillaient doucement sous les lumières techniques, et le piano, un Steinway parfaitement accordé, trônait au centre de la scène. Elle s'y assit quelques instants, seule, fit courir ses doigts sur les touches sans jouer de notes. Elle ferma les yeux, respira. À 20 heures précises, le public commença à s'installer. Le théâtre était plein, journalistes, étudiants en musique, mélomanes avertis, mécènes, anciens professeurs, et dans une loge discrète du premier balcon, Étienne Valois, les bras croisés, les yeux rivés sur la scène vide. Claire fut annoncée sobrement, sans emphase. Elle entra, vêtue d'une robe noire simple, ses cheveux attachés en chignon. Elle salua sans effusion, s'assit, ajusta le tabouret, posa ses mains. Elle ne chercha aucun regard. Elle ne pensa à rien d'autre qu'à la musique. Et alors elle joua. La ballade commença dans une atmosphère tendue, pleine de retenue. Chaque phrase était pesée, chaque dynamique maîtrisée. Mais très vite, la pièce prit son envol, tourbillonna, s'enflamma dans des contrastes de fureur et de douceur, et dans cette complexité, Claire trouva sa vérité. Elle ne jouait pas pour se racheter. Elle ne jouait pas contre qui que ce soit. Elle jouait pour raconter. Pour dire avec ses doigts ce que les mots n'auraient jamais pu dire. Les renoncements, les humiliations, les années volées, la persistance. Le théâtre entier était suspendu à ses gestes. Étienne, lui, ne clignait même plus des yeux. Il était envahi, submergé, incapable de comprendre comment cette femme qu'il avait méprisée quelques mois plus tôt pouvait à présent dominer un lieu aussi prestigieux avec une telle force. Ce n'était plus sa Claire, ce n'était plus sa maison, c'était elle seule, et le monde l'écoutait. Quand la dernière note s'éteignit, le silence fut total, puis une explosion, une ovation. Pas juste des applaudissements, mais une tempête de reconnaissance, de respect, d'émerveillement. Les gens se levèrent, applaudirent longuement. Certains crièrent son nom, d'autres pleuraient. Claire resta quelques secondes sans bouger, submergée par l'émotion. Elle s'inclina finalement, dignement, et quitta la scène comme elle était venue, sans bruit. Mais ce soir-là, le silence qui suivit sa sortie ne ressemblait à aucun autre. Il était le son d'un monde qui venait d'être bouleversé. La scène était encore empreinte de la présence de Claire lorsque les applaudissements commencèrent à faiblir. Plusieurs minutes s'étaient écoulées depuis sa dernière note, mais la clameur s'élevait toujours, comme si le public n'acceptait pas encore que le moment soit terminé. Debout dans la pénombre, les mains encore rouges d'avoir tant applaudi, des spectateurs murmuraient des superlatifs, comparaient son interprétation à celle des plus grands, s'échangeaient des regards ébahis. Certains n'avaient jamais entendu la ballade de Chopin jouée ainsi, avec tant de nuances, tant de fragilité maîtrisée, tant de rage enfouie, et pourtant contenue avec une élégance presque surnaturelle. Dans la loge du premier balcon, Étienne Valois restait immobile. Il n'avait pas applaudi au départ. Il avait d'abord fixé la scène avec une expression indéchiffrable, un mélange de surprise, de dégoût et de stupeur. Mais très vite, cette expression se dissout dans une crispation plus profonde. Il comprenait ce qui était en train de se produire. La salle ne célébrait pas simplement une performance. Elle célébrait une histoire, une résurrection, une revanche silencieuse sur le mépris social incarné par cette femme qu'il avait lui-même humiliée. À côté de lui, son attaché de presse, alerté dès les premières ovations, avait déjà dégainé son téléphone. Elle lisait les commentaires sur les réseaux sociaux, constatait l'emballement des comptes spécialisés en musique classique et voyait défiler des centaines de messages mentionnant son nom et celui de Claire. Certains posts allaient même jusqu'à raconter la soirée où Étienne Valois avait, par provocation, demandé à sa femme de ménage de jouer devant ses invités. Le récit circulait à toute vitesse, romancé et déformé parfois, mais tous les récits plaçaient Claire au centre et lui dans le rôle de l'arrogant indifférent, du riche qui ne savait pas reconnaître le talent même lorsqu'il le provoquait lui-même. Comprenant qu'il devait réagir avant que le récit ne s'ancre trop profondément, Étienne descendit au foyer principal du théâtre. Il croisa plusieurs journalistes qui l'avaient reconnu. Certains l'appelèrent, d'abord discrètement, puis avec insistance. Il esquissa un sourire figé,
comme un masque professionnel, et s'avança vers eux avec un air faussement détendu. « Monsieur Valois, c'est bien vous qui aviez découvert Claire Moreau lors d'un événement privé, n'est-ce pas? Il paraît que c'est vous qui l'aviez incité à jouer pour la première fois devant un public. Vous vous attendiez à un tel succès ce soir ?» Il laissa un silence calculé s'installer, puis répondit « Écoutez, Claire travaillait chez moi, en effet. Et j'ai toujours su qu'elle avait quelque chose de spécial. Ce soir-là, je l'ai encouragée à montrer ce qu'elle savait faire. J'ai vu juste, non, ce qu'elle a accompli ce soir est magnifique. Et je suis très fier, oui, très fier, d'avoir joué un petit rôle dans ce début de parcours. » La manière dont il prononça « petit rôle » trahissait son désir de se réapproprier une partie de l'attention. Il souriait, comme s'il maîtrisait parfaitement la narration. Mais les regards des journalistes étaient plus froids qu'ils ne l'auraient voulu. Ils sentaient que cette tentative de récupération n'était pas tout à fait sincère. Pendant ce temps, Claire, dans sa loge, s'était rhabillée lentement. Elle se sentait vidée, non de force mais d'émotion. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait et elle n'attendait rien de plus. Jusqu'à ce que Martin frappe doucement à la porte. Il entra, rayonnant, un téléphone en main. « Tu es partout, Claire. Tu es en train de devenir virale. » Elle fronça les sourcils, presque inquiète. « Ce n'était pas le but. Je sais, mais ce que tu as fait est plus fort qu'un simple concert. Les gens ont entendu ton histoire. Et Valois, il essaie déjà de récupérer le mérite. » Claire se figea. « Comment ça? Il est en bas. Il parle à la presse. Il dit que c'est lui qui t'a découverte, que c'est grâce à lui que tu es là. Il essaie de transformer ce que tu as vécu en fable de bon patron. » Elle respira profondément. Elle n'était pas surprise. Étienne n'avait jamais supporté que quelque chose lui échappe. Elle savait qu'il tenterait de manipuler les faits. Mais ce soir, elle ne voulait pas se taire. Pas cette fois. Elle descendit dans le hall sans se maquiller davantage, vêtue simplement. Lorsqu'elle entra dans le foyer, les regards se tournèrent aussitôt vers elle. Étienne la vit s'approcher. Il tenta de la saluer, mais elle passa sans répondre. Elle fit face au journaliste et d'une voix claire, calme, elle dit « J'aimerais simplement préciser quelque chose, si vous me le permettez. » Un silence respectueux s'installa. « Il est vrai que je travaillais dans la maison de Monsieur Valois, et il est vrai que j'ai joué du piano un soir à sa demande, mais ce n'était pas une invitation amicale. C'était une moquerie, une provocation. Et si j'ai joué, ce n'était pas pour plaire, c'était pour survivre, pour me rappeler qui j'étais. Ce que vous avez entendu ce soir, ce n'est pas une découverte orchestrée. C'est une renaissance. » Elle ne haussa pas la voix. Elle ne dénonça pas plus que nécessaire. Mais ses mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. Elle recula doucement. Étienne, à quelques mètres, restait figé, le sourire vidé, les yeux sombres. Il savait que la parole venait de lui échapper. Et Claire, en retrouvant Martin dans le couloir, murmura seulement « qu'il sache enfin ». Le lendemain du concert, la ville de Lyon s'éveilla avec le nom de Claire Moreau sur toutes les lèvres. Les articles de presse s'enchaînaient dès l'aube. Les unes des journaux locaux reprenaient l'histoire extraordinaire de cette femme que personne n'avait vue venir et qui, en une soirée, avait bouleversé le public le plus exigeant. Mais ce n'était pas seulement sa musique qui captivait, c'était le récit qu'elle incarnait, celui d'une vie brisée par les circonstances, reconstruite par la volonté et révélée au monde par un piano. Dans les couloirs du conservatoire, les professeurs échangeaient des regards abasourdis. Certains se souvenaient d'elle, adolescente silencieuse aux doigts agiles. D'autres, plus jeunes, n'en avaient jamais entendu parler. Mais tous reconnaissaient la puissance de ce qui s'était produit. Antoine Lemoine, le directeur, reçut une avalanche d'appels. Chaînes de télévision, agences de presse, fondations artistiques. Il resta discret, refusant toute récupération, mais accepta de coordonner les premières interviews de Claire pour protéger son intégrité et éviter qu'elle ne soit réduite à une simple histoire virale. Claire, elle, restait en retrait. Le lendemain de sa prestation, elle prit le train tôt le matin pour Paris dans un wagon de seconde classe. Ses partitions dans un sac usé, sa robe de concert pliée avec soin dans un simple tote bag. Elle regardait par la fenêtre sans vraiment voir le paysage. Elle était ailleurs, encore imprégnée de la musique jouée, des applaudissements et de la vérité qu'elle avait enfin eu le courage de prononcer face aux caméras. Sa déclaration dans le foyer du théâtre avait été filmée par un journaliste indépendant, et en quelques heures, la vidéo avait été vue par plus d'1 million de personnes.
Les réactions étaient presque unanimes. Les internautes saluaient son courage, son humilité et surtout son talent pur. Beaucoup évoquaient leurs propres histoires de renoncement, de rêves abandonnés, et trouvaient dans le parcours de Claire une forme de rédemption collective. Des jeunes pianistes disaient s'être remis au travail après avoir entendu sa ballade. Des femmes lui écrivaient qu'elles se reconnaissaient dans son parcours, invisibilisée, sous-estimée, mais jamais éteinte. Invitée sur plusieurs plateaux de télévision, Claire accepta finalement de participer à une émission culturelle diffusée en soirée, animée par une journaliste réputée pour son intelligence et sa bienveillance. Le plateau était sobre, une lumière chaude, 2 fauteuils, un piano en fond. Claire, vêtue d'une robe bleu marine, les cheveux relevés simplement, répondit aux questions sans détour. « Claire, ce que vous avez vécu, peu de gens peuvent le comprendre pleinement. Comment avez-vous trouvé la force de ne pas vous effondrer quand tout semblait perdu ? Je crois que je n'ai pas eu le choix. Quand on a tout perdu, il ne reste que ce qu'on est vraiment. Et moi, ce que j'étais, c'était une musicienne, même si personne ne voulait l'entendre. Même si moi-même, parfois, j'avais cessé d'y croire. Vous avez parlé d'humiliation, de moquerie, sans jamais citer le nom de votre ancien employeur. Pourquoi ce silence ? Parce que ce n'est pas lui qui compte, ce n'est pas lui que je veux mettre au centre. Il fait partie de mon histoire, oui. Mais la musique est plus forte que la rancune. Je ne veux pas que mon récit devienne un combat contre quelqu'un. Je veux qu'il serve à dire « on peut tomber très bas et pourtant se relever ». Les téléspectateurs furent nombreux à pleurer devant cette interview. Le calme de Claire, sa manière de dire les choses avec une lenteur douce, une précision maîtrisée, touchait plus que n'importe quel discours révolté. Elle ne cherchait pas à dénoncer mais à témoigner. Et dans ce témoignage, chacun reconnaissait une part de lui-même. Dans les jours qui suivirent, de nombreuses initiatives virent le jour. Une association musicale proposa de créer une bourse à son nom pour financer les études de jeunes talents issus de milieux modestes. Des écoles l'invitèrent à intervenir dans leur classe. Le conservatoire lui proposa de participer à une série de masterclass filmées. Mais plus encore, ce fut la correspondance qu'elle reçut qui la bouleversa. Des lettres, des centaines, affluaient à son adresse temporaire. Des lettres de femmes de ménage, d'infirmières, de mères célibataires, d'ouvriers, de retraités, de jeunes en doute. Tous racontaient ce qu'ils avaient ressenti en l'écoutant. Certains lui confiaient leurs rêves d'enfance, d'autres lui parlèrent de leur solitude, de leurs combats quotidiens. Claire lisait chaque mot avec émotion. Elle comprenait enfin que sa musique n'avait pas seulement réhabilité son propre passé, mais avait réveillé celui des autres. Elle se mit alors à écrire elle-même. Pas un livre, pas encore, mais des réponses. Des pages entières rédigées à la main qu'elle glissait dans des enveloppes avec une concentration minutieuse. Elle voulait rendre ce qu'on lui avait donné, de la présence, de la reconnaissance, de l'écoute. Pendant ce temps, Étienne Valois s'effaçait peu à peu des écrans. Après sa tentative maladroite de réécriture de l'histoire, il devint la cible de plusieurs chroniques acerbes. Son image, déjà perçue comme froide, devint symbole de cette arrogance que la société commençait à rejeter. Les événements qu'il organisait attirèrent moins de monde. Son entourage se fit plus distant. Il n'eut aucun mot public supplémentaire sur Claire. Peut-être avait-il compris que tout ajout ne ferait que confirmer sa défaite. Claire, quant à elle, continuait. Elle n'avait pas de plan de carrière. Elle jouait, elle enseignait un peu. Elle écoutait beaucoup. Elle construisait un chemin qui ne ressemblait à aucun autre, fait de lenteur, d'exigence, de vérité. Elle ne cherchait pas à devenir une star. Elle voulait rester elle-même. Et chaque fois qu'elle posait ses mains sur un clavier, c'était comme si elle murmurait à toutes celles et ceux qui l'avaient cru perdue « Je suis là, j'existe, et vous aussi ». Le calme qui suivit les remous médiatiques ne fut pas une chute, mais une respiration. Claire Moreau avait retrouvé ce qu'elle n'espérait plus, une place. Pas seulement sur scène, mais dans la vie, dans les regards, dans les cœurs. Son nom circulait désormais non comme une curiosité ou une anecdote, mais comme celui d'une artiste qui avait traversé les flammes sans y perdre son essence. Les journalistes se firent plus discrets, les caméras se tournèrent vers d'autres visages, mais son écho demeura. Son histoire avait laissé une trace. Et dans cette trace, elle bâtissait son avenir. Elle refusa plusieurs propositions d'agents qui voulaient capitaliser sur sa popularité soudaine. Elle ne voulait pas être un produit. Elle avait trop souffert de l'anonymat imposé,
pour se laisser consumer par une visibilité artificielle. Elle accepta en revanche une résidence de 6 mois dans un petit studio du conservatoire où elle pouvait composer, répéter, enseigner. Là, dans cette pièce au mur blanc, avec un piano à queue et une lumière douce en fin de journée, elle entreprit ce qu'elle n'avait jamais osé. Enregistrer un album. Ce ne serait pas un simple recueil de morceaux classiques. Claire voulait que chaque pièce raconte une partie de son parcours. Elle choisit les œuvres avec soin, une prélude de Bach pour la rigueur, un nocturne de Chopin pour la mélancolie, un extrait de Debussy pour l'émerveillement, une sonate de Schubert pour l'endurance. Mais surtout, elle ajouta une composition personnelle, sa première, écrite la nuit au fil des insomnies, en repensant à la cuisine du manoir, à la moquette qu'elle aspirait en silence, aux fenêtres qu'elle ouvrait sur un monde qui ne la voyait pas. L'album fut enregistré sans grande équipe. Un technicien, un ingénieur du son, Martin à ses côtés pour l'assister. Le titre s'imposa comme une évidence, résonance, parce que tout dans sa vie résonnait désormais autrement. Parce que les échos du passé n'étaient plus des chaînes, mais des appuis. À sa sortie, l'album fut salué par les critiques pour sa sensibilité, sa cohérence, son absence de prétention. Certains y voyaient un témoignage bouleversant, d'autres une leçon de musique humaine loin des virtuosités vaines. Mais au-delà des mots, ce furent les écoutes qui parlèrent. En quelques semaines, l'album se retrouva parmi les plus partagés des plateformes de musique classique. Non par un engouement de masse, mais par un bouche à oreille sincère, intime. Dans le même temps, Claire accepta un poste d'intervenante au conservatoire, non pas comme professeur à plein temps, mais comme mentor d'un petit groupe d'élèves. Elle tenait à les accompagner non seulement dans la technique, mais dans l'écoute d'eux-mêmes. Elle les encourageait à écrire leur histoire, à comprendre d'où venait leur besoin de jouer. Certains, timides au départ, commencèrent à livrer leurs émotions au clavier avec une force nouvelle. Et dans leur regard, Claire retrouvait le feu qu'elle avait elle-même cru éteint. Mais c'est dans les lettres qu'elle continuait à recevoir que se trouvait son vrai public. Des lettres venues de toute la France, parfois d'ailleurs. Une jeune femme au chômage qui reprenait le violon après 10 ans, un homme de 70 ans qui s'était mis au piano pour la première fois. Une étudiante qui avait quitté son poste dans un fast-food pour reprendre des études de littérature. Tous lui disaient la même chose. Grâce à elle, ils avaient osé. Elle ne répondit pas à toutes, mais elle en garda chaque mot. Elle les rangea dans une boîte en bois posée près de son piano. Parfois, le soir, après une journée difficile, elle ouvrait la boîte, tirait une lettre au hasard, la relisait et se souvenait que la musique n'était pas seulement un art, c'était un acte de foi dans ce que l'humain a de plus profond. Un jour, en marchant dans les rues du 11e arrondissement, elle croisa une femme qui l'arrêta. Petite, les cheveux courts, les mains rougies par le froid. « Vous êtes Claire, n'est-ce pas ?» La pianiste. Claire hésita. Elle avait du mal à répondre à ce titre. « Oui, je suis Claire. » La femme sourit, pas avec admiration, mais avec reconnaissance. « Merci. Merci de ne pas avoir cédé. Vous jouez pour nous tous. » Ce fut l'un des plus beaux compliments qu'elle reçut, car il disait tout ce qu'elle voulait défendre. Une musique qui ne sépare pas, mais qui relie. Une musique qui ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle n'en parla pas toujours, mais elle ne le cacha jamais. Elle n'effaça pas les années de service, les matins à nettoyer en silence, les gestes 1000 fois répétés. Ils faisaient partie de sa voix. Sans eux, elle n'aurait pas su jouer ainsi. Et dans son petit appartement, modeste mais lumineux avec un piano droit qu'elle avait pu acheter grâce à ses premières ventes, elle trouvait enfin la paix. Parfois, elle s'asseyait sans but, sans partition, et laissait ses mains glisser librement. Ce n'était plus un exercice, ce n'était plus un combat, c'était simplement elle, Claire Moreau, femme, musicienne, vivante. Et quand la lumière du matin entrait par la fenêtre, caressant doucement les touches noires et blanches, elle se disait que rien n'avait été facile, mais que tout avait été vrai.